Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour le 20h de la télévision de Burkina. Au menu de cette édition, les partis politiques connaissent depuis ce matin lors de leur passage dans les médias publics pour la campagne pour la reprise des élections partielles. Le Conseil supérieur de la communication a procédé au tirage au sort pour les 60 partis en lice. Bientôt, un centre de production télévisuelle au nord, le Conseil régional, a remis les équipements au ministre de la Communication conformément à l'accord de partenariat qui lie les deux parties. Et puis la délégation générale du FESPACO poursuit son opération de séduction à travers le monde. Michel Ouedraogo et son équipe étaient à Tanger samedi dernier pour présenter le contenu de la 23e biennale du cinéma africain aux hommes de médias. Et puis François Hollande qui défend l'intervention française au Mali devant le Parlement européen. Ce mardi à Strasbourg, il a invité les autres puissances à rejoindre les troupes en place au Mali. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. Mais nous allons tout de suite à Bobo Dioulasso où l'on a évité le pire ce matin à la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Un camion citerne contenant 2000 litres d'essence y a pris feu aux environs de 8h45. L'incendie, fort heureusement, a été vite maîtrisé, mais l'on déplore un blessé grave à la personne du conducteur. Les détails avec Adissa Lucienne Toui. Nous sommes ici à la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi qui s'occupe de l'importation, du transport, du stockage et de la commercialisation des produits pétroliers. Sur les visages se lisait la peur. Ce camion citerne contenant 2000 litres d'essence était en feu aux environs de 8h45. Fort heureusement, l'incendie a été vite maîtrisé. Il y a eu plus de peur que de mal. Il y a toujours des dispositifs de sécurité qui sont prêts pour intervenir, tels que les matériels de première intervention, les extincteurs et autres. Ensuite, il y a les moyens fixes d'intervention qui constituent nos moyens les plus lourds pour combattre le feu. Et comme les agents sont régulièrement entraînés pour la maîtrise, pour la défense contre l'incendie, j'avoue que la réaction a été très prompte, ce qui a permis de circonscrire rapidement le feu en moins de 5 minutes. Là, il faut les féliciter. Ça veut dire que plus ils perdaient du temps, plus le feu allait être difficile à maîtriser. C'est un camion nigérien qui est venu pour livrer du supercarburant. Et après le dépotage du produit, il y a un fond que nous n'arrivions pas à extraire du compartiment. Et le camion a quitté le poste de réception pour se garer au niveau de la porte d'entrée afin que l'on puisse procéder au purge d'usage. Et c'est à ce moment que le chauffeur est monté sur le compartiment et il a essayé de prélever du produit par le trou d'homme pour pouvoir aider à terminer le produit qui était resté dans le compartiment. Bon, et il y a eu le flash et il est tombé du camion. La zone a été rapidement sécurisée. Les autorités alertées étaient sur les lieux pour manifester leur soutien. Il fallait que en tout cas, les autorités se mobilisent pour voir et constater et prendre les mesures qui conviennent. Heureusement, nous sommes arrivés, nous avons vu que l'incendie a été vite maîtrisé. Donc, c'était l'objet de notre déplacement. Et apporter aussi un soutien aux responsables de la société. D'origine nigérienne, le chauffeur du camion est grièvement blessé. Il a été admis au bloc opératoire à l'hôpital Souro Sanou de Bobo, où il est pris en charge. C'est le 9 février prochain que s'ouvre la campagne électorale pour la reprise des élections partielles prévues pour le 17 février prochain. Le Conseil supérieur de la communication joue déjà sa partition. Il a procédé ce matin au tirage au sort pour l'ordre de passage des partis politiques dans les médias publics. Ils sont une 60aine de partis et formations politiques en lice pour ces élections partielles. Nyarki Teda. En moins de 30 minutes, les 60 partis en lice pour les élections partielles du 17 février prochain ont été cités sur leur ordre de passage à la radio, à la télévision nationale et au quotidien citoyen. L'œuvre est du CSC, le Conseil supérieur de la communication, qui a opté pour la voie électronique et c'est en présence des partis politiques ainsi que des responsables des médias. Conformément donc à la loi, il échoit au Conseil supérieur de la communication l'organisation de la couverture médiatique des activités des partis politiques en lice pour ces élections.
comme consacré par les usages, les rencontres que nous organisons avec vous, principaux acteurs impliqués dans le processus électoral, quand je dis vous, c'est aussi bien les représentants des partis ici que des médias. Ces rencontres donc ont pour objectif de partager avec vous les mesures prises pour faire respecter les principes fondamentaux du traitement de l'information électorale contenus dans nos textes. Pour ces élections partielles, les mêmes principes demeurent au CSC, avec comme maître mot l'égal accès des partis politiques dans les médias publics, le pluralisme et l'équilibre de l'information dans tous les médias, avec tout de même un léger réajustement au niveau des activités au regard du temps imparti pour la campagne électorale. Les cadres spéciaux que nous créons cette fois-ci ont été réajustés pour les adapter au caractère complémentaire de ces élections dont la campagne se tient tout juste sur une semaine. Aussi, n'avons-nous retenu que les messages de campagne et les pages spéciales dans Citoyen. Les messages de campagne permettront aux partis politiques de s'adresser à leurs électeurs pendant 5 minutes sur les antennes de la RTB, c'est-à-dire 5 minutes à la radio, 5 minutes à la télévision, dans les langues de leur choix. Les pages spéciales de la campagne sont des espaces offerts aux partis politiques et regroupements de partis dans les colonnes du quotidien Citoyen à raison d'une demi-page, une fois durant la campagne, par parti ou regroupement de partis. Le tirage au sort établi, les regards restent désormais tournés vers les médias. Les partis politiques disent attendre beaucoup de médias pour les accompagner à la conquête de l'électorat. Nos attentes au niveau de la presse, c'est d'abord qu'on donne les moyens à la presse d'être crédible. D'être crédible, c'est quoi? C'est de permettre à la presse de travailler en toute liberté. Nous prenons bonne note et nous allons faire l'effort pour pouvoir apporter un ensemble de satisfactions à l'ensemble des acteurs politiques. Les élections seront reprises dans 691 bureaux de vote de 38 provinces. Et le souhait du CSC, le respect d'un ensemble de principes et de comportements pour des élections apaisées. Le centre de production télévisuelle dans la région du Nord sera fonctionnel d'ici à fin février 2013. Le ministre de la Communication l'a annoncé hier à Ouéguia, où il a reçu du Conseil régional le matériel pour la mise en place du dit centre. Et cela conformément à l'accord de partenariat signé entre les deux parties en 2011. Moumouni Soubega a suivi la réception des équipements. Les images de ces caméramans d'un soir, vous ne les verrez pas. Cette action du ministre de la Communication marque la mise en route du Centre régional de production télévisuelle du Nord. L'accord de partenariat a été signé entre le département de la Communication et le Conseil régional du Nord en 2011, engageant la partie régionale dans l'acquisition du matériel télévisuel. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons pu acquérir ce matériel à partir donc du budget du Conseil régional à plus de 20 millions de francs CFA. Et ce matériel d'identification a été fait par les services techniques donc, du ministère de la Communication. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui nous anime. Dans le temps, il aurait fallu aller à Ouaga, signer un contrat, s'assurer que la presse va être présente. Mais là, je pense que c'est toujours approché la télévision donc, de la population. Pour le ministre Alain-Edouard Traoré, la communication est un levier indispensable de développement et la mise en route du centre de production télévisuelle de Ouaïguia est un pas de franchi. C'est un tel partenariat que nous souhaitons avec l'ensemble des autorités régionales pour faire en sorte que la communication puisse rayonner sur tout le territoire national. Ils seront outillés pour capter les images, traiter les données et envoyer des reportages et prêts à diffuser au niveau de la chaîne à Ouagadougou. En marge du lancement du centre de production télévisuelle de Ouaïguia, le Conseil régional du Nord a remis du matériel informatique et médical aux premiers responsables des 4 provinces, au gouvernorat et aux associations, puis a lancé son site web. Après la mise en place du centre de production télévisuelle, la région sera bientôt dotée d'une RTB2 pour accompagner les actions de développement local. Un défi que le ministre de la Communication compte relever avec le concours de toutes les forces vives du Nord.
L'Office national d'identification a désormais des téléservices en ligne, une innovation qui permettra plus de visibilité, de fiabilité dans les données et plus d'accessibilité pour les demandeurs. Le lancement de cette nouveauté est intervenu ce matin. Safiatou Tamboula. La carte nationale d'identité burkinabé est une carte d'identité biométrique hautement sécurisée et difficilement falsifiable. Le système de vérification qui l'accompagne est à ce jour essentiellement basé sur le contrôle visuel qui ne permet d'avoir accès qu'aux seules informations visibles sur la carte. Pour permettre une vérification beaucoup plus approfondie, avec des possibilités de consulter les informations cachées, l'Office national d'identification a développé des téléservices. Ces services sont mis en ligne sur son site web www.oni.bf. C'est une innovation qui va permettre aux populations, à certains services publics, à des entreprises privées, et qui veulent s'assurer de la véracité des informations, de l'authenticité d'une carte nationale d'identité, d'interroger donc la base de données de l'ONI pour avoir confirmation des données de l'authenticité de la carte. C'est un système hautement sécurisé et nous avons demandé à l'ONI d'aller plus loin. Nous voulons devenir en Afrique de l'Ouest les premiers en matière de sécurisation des données, des documents. Nous voulons même, d'ici 2015, une certification ISO. Ces téléservices visent à mettre à la disposition des services publics et privés, des services de sécurité et tout autre service habilité à recourir à des réquisitions. Nous avons les deux grands services que nous offrons, c'est effectivement le grand public qui peut d'une part suivre au quotidien sa demande de CNIB, parce qu'on s'est rendu compte que souvent les CNIB, les gens font des demandes et malheureusement, ils mettent plus de temps pour recevoir leur CNIB. Nous voulons éviter cela. Nous voulons que les délais soient respectés. Et la seule façon de faire respecter ça, c'est responsabiliser le demandeur lui-même, qui peut suivre sa demande. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a d'abord cette plateforme Internet, mais comme la plupart des demandeurs sont généralement des personnes qui n'ont pas accès à Internet, mais le téléphone portable est le plus utilisé dans ce pays. Donc on va utiliser la plateforme SMS, c'est vraiment dans le mois à venir, que celle-là aussi va compléter cette plateforme-là qui offre au grand public. Le deuxième grand service, la deuxième grande plateforme que nous offrons, qui est réservée uniquement à tout détenteur d'un compte ouvert. Notons que l'accès des données les données sont entièrement cryptées. L'Office national d'identification a été créé en 2004. Cette structure a produit à ce jour près de 7 millions de cartes nationales d'identité burkinabé. Et puis, quelle forme donner à la coopération technique entre le Burkina Faso et l'Agence internationale d'énergie atomique? La réflexion se mène à Koudougou. Le gouvernement burkinabé a défini des projets de recherche et identifié des activités pour lesquelles les applications nucléaires pourraient contribuer au développement économique du pays et qui sont consignés dans un document. Il s'agit d'évaluer tout cela en vue de les actualiser. Pélagie Savadou. À Koudougou, dans le Boulkemde, les acteurs de la recherche scientifique réfléchissent sur l'état de la mise en œuvre de la coopération technique entre le Burkina Faso et l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une coopération que le Burkina Faso entretient depuis 1998 dans l'optique d'intégrer les sciences et les technologies nucléaires dans les plans locaux de développement. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, c'est vrai que l'AIEA s'occupe des utilisations, enfin, s'intéresse à l'utilisation militaire de l'énergie atomique, mais il s'intéresse aussi à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique à des fins de développement. Et pour cela, l'agence finance des projets de recherche-développement dans différents domaines, comme l'agriculture, l'élevage, la santé, et notre pays bénéficie de plusieurs projets financés par l'agence dans le cadre de l'utilisation pacifique de l'énergie et des technologies nucléaires. La mise en œuvre de cette stratégie s'opère sous forme de projets nationaux définis dans le programme cadre national et cet atelier se veut un cadre d'évaluation de ces projets de développement financés par l'AIEA. Une vingtaine d'acteurs sont présents à cette rencontre et les réflexions devraient aboutir à une prise en compte des mesures institutionnelles pour l'exécution des 10 projets et aussi à la valorisation de cette coopération technique
technique entre le Burkina Faso et l'AEA en adéquation avec les priorités nationales du développement. Ouagadougou accueille dans une semaine la deuxième édition du Salon international des énergies renouvelables. Les organisateurs étaient face aux hommes de médias pour les détails de cet événement qui attend du beau monde vu l'intérêt de la manifestation pour les questions environnementales. Abdul Rasman Zongo. Informer, former, sensibiliser et soutenir des actions concrètes dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la promotion des énergies renouvelables. Voilà globalement l'objectif du Salon international des énergies renouvelables de Ouagadougou, CIERO. Un salon qui est à ses préparatifs de la deuxième édition, prévue du 12 au 16 février prochain, d'où ce point de presse. La deuxième édition du CIERO est organisée autour du thème central « Énergie renouvelable et développement durable ». Vous savez sans doute, l'humanité entière a aujourd'hui pris conscience de la nécessité de changer de mode de pensée et de consommation. Les adaptations sont alors indispensables et le développement durable est devenu en quelques années une notion clé après avoir été propulsé au sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992. Alors une action rigoureuse et significative est nécessaire pour maintenir un environnement humainement viable. C'est dans cette dynamique qu'il faut situer le thème de la présente édition. L'innovation majeure de cette deuxième édition sera des rencontres B2B. Elles vont consister à une mise en relation d'affaires des entreprises exposantes. Exposition, communication, visite guidée et nuit des énergies renouvelables sont entre autres activités qui vont meubler le CIERO 2013 avec la participation du grand public, d'exposants et d'experts venus du Canada, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. 100 millions de francs CFA partis en fumée, c'est le prix estimé de 28 000 chambres à air qui ont été détruites ce matin à la Coordination nationale de la lutte contre la fraude frappe ainsi un grand coup. Mais c'est la société SAP Olympique dont les logos, les noms commerciaux et les produits ont été imités à perfection qui est affectée par le préjudice moral et financier. L'auteur du forfait, lui, méditerait son sort à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Karim Patrick Namouano. Le geste est symbolique, mais il traduit toute la colère qui habite la représentante de l'entreprise SAP Olympique, dont les emballages, les chambres à air, les étuis et les sacs ont été imités jusque dans les moindres détails. Le préjudice moral et financier est grand pour la société. Il n'est pas estimable, c'est pas 100 millions, ça peut être 200 millions, 300 millions, parce que si quelqu'un prend une chambre à air en se disant, moi je prends une chambre à air SAP parce que je sais que c'est de la qualité, ça fait 20 ans que je la prends, et qu'il se retrouve avec un produit comme ça, il va se dire, ah, la SAP c'est plus bon. Et quand on entre dans l'esprit de quelqu'un que c'est plus bon, c'est fini, vous perdez le client à jamais. Et si vous perdez un client, vous perdez combien d'emplois? Cette chambre à air fait vivre au moins 150 personnes. Les produits contrefaits auraient été importés d'Asie et destinés au marché burkinabé et malien. Les 28 000 chambres à air et les 26 000 étuis et emballages ont été saisis suite à une enquête. L'opération a consisté à importer des chambres à air de l'Inde et à prendre des cachets à opposer sur ces chambres à air-là, aussi bien au niveau des chambres que de leur emballage, pour contrefaire les chambres à air SAP. Voilà, donc la SAP a été informée et elle nous a saisis. Nous avons mis un dispositif en place pour pouvoir saisir les produits contrefaisants et le matériel qui a servi à fabriquer ces produits. Interpellé et appréhendé, le propriétaire de ces produits contrefaits serait détenu à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou suite à un procès au cours duquel il aurait versé une amende de 2 millions de francs CFA à l'entreprise victime. Le FESPACO était au Maroc samedi dernier dans le cadre de sa campagne médiatique. À Tanger, la délégation générale a présenté le programme de la 23e édition du festival aux hommes des médias et aux professionnels du 7e A du Maghreb. Le compte-rendu de la conférence de presse avec nos envoyés spéciaux à Tanger, Salifou Belem Junior et Kadi Sanogo. La ville de Tanger au Maroc est un véritable carrefour cinématographique au Maghreb. En témoigne son festival national de films qui se tient chaque année. Ce n'est donc pas le fait du hasard si la campagne médiatique de la 23e édition du FESPACO
initié par la délégation générale, a coïncidé avec la 14e édition de ce festival de films marocains. L'étape de Tanger, qui est la deuxième du genre, a pour objectif de répondre à la dimension panafricaine du FESPACO. Cette conférence de presse a été une opportunité pour Michel Ouedraogo et sa délégation de présenter aux hommes de médias et aux professionnels du cinéma du Maroc le cru de la 23e édition du FESPACO. Le délégué général, dans son intervention, a relevé que la force d'un festival dépend de la qualité de sa sélection. Cette année, les films sélectionnés sont très excellents. C'est la preuve que le cinéma africain est passé à l'âge de la maturité. Cette campagne est nécessaire parce que le FESPACO est véritablement un événement mondial. Et nous ne pouvons pas organiser un tel événement en restant chez nous à Ouagadougou et en croyant que le monde entier viendra à nous. C'est à nous d'aller vers le monde. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire en sorte que le FESPACO véritablement dépasse le creuset de l'Afrique et soit, comme je l'ai dit, un festival mondial, un festival qui va à l'encontre des autres cinématographies en encourageant des partenariats. Je vous assure que toutes nos missions qui sont organisées sont prises en charge par les pays qui nous accueillent. Et Tanger et le Maroc ont accepté de nous accueillir, de nous recevoir. Ça fait la deuxième édition et si vous entendez ce qu'ils ont dit, ils sont prêts à nous accompagner à chaque édition lorsque nous souhaiterons organiser des conférences au Maroc, à Tanger ou bien dans d'autres parties du Maroc, parce que je sais déjà qu'il y a Kouriba qui souhaite que pour la 24e édition du FESPACO, nous puissions aussi organiser une conférence à Kouriba. Les thèmes traités dans les 101 films sélectionnés sont très variés. Ils font ressortir l'actualité de l'Afrique d'aujourd'hui qui se bat et qui se développe. Le FESPACO entreprend un excellent partenariat avec le Maroc qui abrite plus d'une dizaine de festivals. Un grand festival africain comme le FESPACO, c'est bien qu'il fasse son annonce la plus importante dans un pays africain. Le Maroc étant un pays africain et le revendiquant très fort, je pense que depuis quelques années, nous le faisons à partir de Tanger, on en est très très fiers. Quant au partenariat que nous avons avec le Burkina, à part le fait que nous sommes des personnes que nous aimons beaucoup, nous nous aimons vraiment beaucoup, aussi bien Michel Ouedraogo que l'actuel ministre M. Baba Hama et les autres, Soma, c'est tous des amis. À part cela, parce que là c'est de la conjoncture, il y a des vrais rapports, c'est-à-dire nous coproduisons les films burkinabés. Le dernier film qui va être en compétition d'ailleurs, d'Apolline Traoré, est coproduit par nous et nous le faisons avec beaucoup de plaisir. Nous avons coproduit aussi le film de Pierre Yaméogo et nous sommes très contents de l'avoir fait. Chaque fois qu'un film se présente chez nous, nous estimons de notre devoir de nous sentir aussi burkinabés que les burkinabés. Et à Tanger, que la délégation générale du FESPACO a achevé sa vaste campagne médiatique par une conférence de presse qui a réuni toute la crème du cinéma et de la presse du Maroc. On se souvient que c'est le film Pégase du réalisateur marocain Mohamed Moustaki qui avait été l'étalon d'or du Nyelenga à la dernière biennale du cinéma africain. Pour cette 23e édition, le pays de Mohamed VI sera en compétition avec 3 longs métrages. Au total, 35 pays africains vont compétir avec 101 films. À qui le trophée cette année, on le saura dans 3 semaines. Voilà, Ouagadougou, le ministère de la Culture et du Tourisme essaie de convaincre les partenaires techniques et financiers sur la nécessité de soutenir justement davantage la culture et le tourisme. Les responsables du département ont initié un cadre d'information et de sensibilisation sur les objectifs de la SCAD à atteindre. Yacoba Gourou. À cette rencontre, il s'est agi pour les cadres du département en charge de la culture et du tourisme de donner des informations nécessaires sur les politiques publiques en matière de développement de l'entrepreneuriat et des industries culturelles et touristiques aux différents partenaires techniques et financiers. Avec eux, il est aussi question de s'accorder sur des dispositions à prendre pour une mobilisation optimale des ressources dans ces secteurs d'activité. 2 secteurs créateurs de richesses et identifiés comme piliers de croissance dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. C'est une rencontre avec les partenaires techniques et financiers en vue d'une part de leur expliquer tout le contenu des différentes politiques nationales adoptées par le gouvernement en matière de culture et en matière donc du tourisme, de leur faire également un exposé d'un certain nombre de recherches qui ont été entreprises par le département en charge de la culture et du tourisme sur les voies et moyens de trouver des financements adéquats aux 2 secteurs.
Nous souhaitons qu'à l'instar de ce qui se passe dans différents autres secteurs d'activité de notre pays, que nous puissions aboutir à une table ronde des bailleurs de fonds du secteur de la culture et du tourisme pour véritablement créer une synergie d'action. Une étude réalisée en 2012 par le département sur l'impact de la culture en matière de développement économique a révélé que le secteur de la culture emploie plus de 160 000 personnes au Burkina Faso. Et malgré la crise de 2011, le pays a enregistré plus de 400 000 visiteurs pour plus d'1 million de nuitées et générant ainsi près de 70 milliards de francs CFA comme recettes dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. L'Association des promoteurs des cliniques et polycliniques privées du Burkina, elle a ouvert le débat autour de la fiscalité et santé. L'ambition de ce cadre d'échange était également de rapprocher ces structures sanitaires des populations, d'où l'espace d'exposition qui a accompagné les rencontres d'échange. Yacouba Goro. Pour la deuxième fois, les promoteurs des cliniques privées du Burkina Faso ont pris 2 jours pour réfléchir sur la thématique de la fiscalité et santé privée. Un sujet d'importance capitale pour ces promoteurs et qui leur a permis de cerner les contours du domaine de la fiscalité régissant les établissements sanitaires privés de soins dans le pays. Le rôle des cliniques privées est très important ici, à côté des hôpitaux et des centres de santé. Parce que les cliniques privées peuvent fournir des prestations qui sont de meilleure qualité et qui évitent à certaines personnes d'aller plus loin dans un autre pays pour se faire soigner. En matière de fiscalité, nous jugeons qu'il existe un certain poids qui nous empêche de travailler sérieusement. Initiées par l'Association des promoteurs des cliniques privées du Burkina, ces journées d'échange vont permettre de trouver une fiscalité adaptée aux réalités des cliniques et polycliniques, à même d'accompagner, de susciter et de promouvoir un développement des établissements sanitaires privés de soins. Il y a aussi que le secteur de la santé, c'est un secteur social et se veut en tout cas, il y a des besoins énormes, tout comme le secteur de l'éducation. Le gouvernement est prêt à l'accompagner à travers des mesures qui puissent, les mesures d'allègement par exemple de la fiscalité. En marge de ces rencontres d'échange, un espace d'exposition a été érigé à la place de la Nation pour servir de vitrine destinée à mieux faire connaître les cliniques et les polycliniques aux populations de Ouagadougou. Les acteurs de la lutte contre la pratique de l'excision souhaitent impliquer davantage les artistes dans cette lutte. Les artistes musiciens doivent mieux s'approprier la problématique et avoir de nouvelles inspirations. Une rencontre a été initiée pour en parler. Nathalie Savadougou. Ces artistes musiciens ont répondu présents à l'invitation du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale. En collaboration avec le Comité national de lutte contre la pratique de l'excision, le département veut renforcer les connaissances des artistes musiciens en matière de mutilation génitale féminine pour que main dans la main, ils puissent venir à bout de ce fléau. Il y a des artistes qui chantent déjà sur la thématique. Il y en a qui n'ont pas encore produit d'œuvres sur la thématique. Donc l'objet est de leur permettre de se familiariser davantage à cette problématique-là et d'avoir de nouvelles inspirations pour vraiment que qu'on puisse lutter la main dans la main, parce qu'on sait de quoi ils sont capables quand ils chantent, tout le monde les écoute. La journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines est célébrée chaque année le 6 février dans le monde. Cette année, la journée est célébrée sous le thème traduit la résolution intensification de l'action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines de l'Assemblée générale des Nations unies en actes concrets afin d'accélérer l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Le Burkina Faso en est à sa 10e édition. La rencontre avec les artistes musiciens constitue l'une des activités commémoratives de cette journée. Selon la directrice du Comité national de lutte contre la pratique de l'excision, ce mal demeure une triste réalité dans notre pays, malgré 2 décennies d'actions d'information, de communication pour le changement de comportement. Mais l'espoir est permis.
nous avons de l'espoir parce que c'est une pratique profondément ancrée dans les traditions. C'est difficile parce que ça y est dans les mentalités, mais nous progressons. En marge de cette rencontre d'échange, d'autres activités sont prévues. Une course cycliste et un panel de haut niveau qui sera réalisé à la télévision nationale. Et nous reparlons de la tournée du Premier ministre dans le sud-ouest. Luc Adolphe Tiao a dans la foulée inauguré une école à Bobrazolo. Le chef du gouvernement a rendu hommage aux responsables de cette école pour leur contribution à l'amélioration de l'offre éducative. Christophe Da. Les infrastructures éducatives ont retenu l'attention du Premier ministre dans sa tournée au sud-ouest. Après la visite d'un centre de formation et d'éveil à Dano, Luc Adolphe Tiao s'est investi à l'inauguration de l'école primaire de Bobrazolo dans la commune rurale de Dissine. L'éducation constitue toujours pour nous la priorité de notre développement. Elle est la base du progrès du Burkina Faso et nous devons de la soutenir de façon forte. La construction de l'école de Bobrazolo s'est faite progressivement depuis 2000 et compte aujourd'hui 5 salles de classe pour un effectif de 189 élèves. C'est une amie des fils et filles de la localité qui en a eu l'initiative et son geste est apprécié par la délégation gouvernementale. Nos remerciements vont particulièrement à Mme Rosella Anigoni qui a permis la construction de l'école et qui nous fait l'honneur d'être ici ce matin à cette cérémonie d'inauguration. De telles initiatives sont à saluer et à encourager puisque les enfants d'aujourd'hui constituent les adultes de demain. C'est dire que si cette jeunesse est bien éduquée, il y a de l'espoir. Selon la représentante du ministre de l'Éducation à cette cérémonie, les indicateurs de l'éducation formelle sont appréciables dans la province du Yoba. Cependant, il reste des efforts à faire au niveau du non-formel. Elle a de ce fait appelé les conseils municipaux et villageois ainsi que les acteurs de l'alphabétisation à plus d'engagement pour améliorer la situation. Et puis, nous avons reçu un communiqué émanant du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs qui déplore la mort de l'élève Joël Romain Ouedraogo de la classe de 4e du groupe scolaire Saint-Viateur de Ouagadougou suite à des actes de violence perpétrés par un groupe d'élèves. Le ministre condamne vigoureusement cet acte barbare et ignoble et invite les uns et les autres à la retenue et au calme et réitère les condoléances du gouvernement burkinabé à la famille Ouedraogo et aux proches de Joël. Voilà, suite de ce journal. Dans le San Matenga, la commune de Dablo aura, elle, bientôt une école franco-arabe. Le futur temple de savoir destiné aux filles est l'œuvre du groupe Somika qui contribue ainsi à l'éducation des enfants. La pose de la première pierre a eu lieu le 3 février dernier, Nyarkiteda. Le groupe Somika honore ses engagements dans la commune de Dablo, c'est dans la province du San Matenga. Cette cérémonie de pose de la première pierre confirme la volonté de la société minière Adamakindo de s'investir dans le domaine de l'éducation. À ces pierres, donc, se succéderont d'autres pierres pour faire sortir de terre un bâtiment qui servira d'une école franco-arabe. Ce sont les populations de Dablo qui ont demandé au président directeur général du groupe Somika de leur construire une école franco-arabe. Et vous savez, le groupe Somika est très sensible aux questions d'éducation, surtout l'éducation des filles. Nous sommes donc là aujourd'hui pour lancer les travaux de construction de cette école au profit des femmes. Composée de 2 classes et d'un magasin, cette école franco-arabe est destinée aux femmes de cette commune rurale qui refusent de sombrer dans l'ignorance et l'analphabétisme. Leur cri de cœur est jugé légitime en ce 21e siècle où l'atteinte de l'objectif de l'éducation pour tous préoccupe aussi bien le gouvernement que toutes les autres couches sociales. C'est une école qui est destinée à l'éducation des filles. Cela nous édifie énormément. Ne dit-on pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation? Pour moi, une femme est comme la fondation d'une maison. Si elle est bien éduquée, la famille va mieux se porter. Et je suis convaincu que cette école franco-arabe va permettre aux femmes de Dablo de s'épanouir et de participer activement au développement local. C'est un pas décisif franchi par le groupe Somika. L'infrastructure qui viendra agrandir l'offre éducative au Faso sera opérationnelle d'ici à 3 mois. Elle offrira un cadre adéquat d'apprentissage à l'autre moitié du ciel qui compte s'affirmer dans des prises de décision
pour le développement de cette commune rurale de Dablo. À Sisamba, dans le Yatenga, l'on a célébré le Nampusgo, une fête coutumière organisée chaque année après les récoltes. Une occasion pour les populations de présenter leurs vœux du nouvel an au responsable coutumier Nabatigré Nicolas Zigani. Le Napoussoum est une fête coutumière organisée chaque année après les récoltes pour implorer la bénédiction des ancêtres. C'est une occasion pour la population de faire allégeance au chef du village, signe du renouvellement de leur confiance aux responsables coutumiers. Une tradition que l'on veut perpétuelle pour la prospérité des habitants de Sisamba. Nous sommes en train de faire ce que nos grands-parents ont fait, ce que nos papas ont fait, et que c'est pour le bonheur de tout le village, parce que ces rituels, c'est une façon de demander à Dieu de bénir le village, d'épargner le village des mauvaises choses, d'épargner le village des maladies et que la saison pluvieuse soit bonne, que tout le monde gagne à manger. Le Napoussoum est un rituel échelonné de différentes étapes. Procession dans le village autour de certains symboles à un rythme bien cadencé. Les habitants des 33 quartiers de Sisamba, comme le veut la tradition, viennent saluer leur chef avec des présents. Il en est de même pour les amis du chef venus lui apporter leur soutien. En ces jours mémorables pour les habitants de Sisamba, c'est une occasion pour Nabat Tigré de bénir tous ceux qui ont fait le déplacement et demander aux ancêtres de préserver le village de mauvais sorts. En rappel, Nabat Tigré, intronisé en 2011, est dans la lignée le 13e chef de Sisamba. Et Burkina Motiva Jeunesse, c'est le titre des 72 heures dédiées à la jeunesse burkinabé. L'événement se tiendra très prochainement à Ouagadougou sous le signe de la réussite en partant de rien. Les organisateurs ont rencontré la presse pour les enjeux de ce rendez-vous. Frédéric Etienne Bassenga. 3 jours pour motiver et dynamiser la jeunesse burkinabé dans ses ambitions et ses projets. Les 7, 8 et 9 février prochains, l'ONG L'Œil du Succès entend regrouper la jeunesse burkinabé dans l'enceinte du CIAO autour du thème « Réussir au Burkina Faso en partant de rien, est-ce possible ?» Dénommé Burkina Motiva Jeunesse, ces 72 heures vont servir à accompagner chaque jeune burkinabé à persévérer et à aller au bout de ses entreprises. Ce qui, selon L'Œil du Succès, devra contribuer à atteindre l'objectif poursuivi par le Burkina Faso à travers la SCAD, à savoir accroître son économie d'au moins 10% à l'horizon 2015. Cette rencontre de la jeunesse burkinabé sera aussi mise à profit pour apporter des éléments de réponse à certaines questions que se posent régulièrement les jeunes dans le cadre de leur combat pour concrétiser leurs projets et construire leur vie. Il sera également question durant ces 72 heures de remobiliser toutes les personnes découragées afin qu'elles reprennent confiance. À vocation continentale, l'ONG L'Œil du Succès a été créée en 2012 au Burkina Faso par des jeunes et des professionnels convaincus que le développement de l'Afrique